Pinocchio. Il était une fois un morceau de bois. Un morceau de bois apparemment banal, de ceux qu'on jette sans y prendre garde dans une cheminée. Mais celui-ci criait lorsque le menuisier lui donnait un coup de hache. « Aïe, tu me fais mal !» Ou il riait lorsqu'il le rabotait. « Arrête, tu me chatouilles !» Aussi, lorsque Geppetto était venu lui demander un peu de bois pour fabriquer un pantin, le menuisier lui avait-il offert cette étrange bûche qui le terrorisait, trop heureux de s'en débarrasser. Sitôt rentré chez lui, Geppetto choisit le nom de son pantin. Il s'appellerait Pinocchio. Puis il se mit à l'ouvrage. Dès qu'il eut sculpté le haut du crâne, puis les yeux, il eut la surprise de voir que ceux-ci bougeaient et le regardaient. Lorsqu'il fit le nez, celui-ci se mit aussitôt à grandir. À grandir. Il avait beau le tailler, le nez repoussait aussitôt. Après le nez, il fit la bouche. Celle-ci n'était pas encore achevée qu'elle se mit à rire et à lui tirer la langue. Geppetto feignit de ne pas s'en apercevoir et continua à travailler. Une fois son pantin terminé, il le posa à terre pour le faire marcher. Pinocchio, les jambes tout engourdies, était incapable de se mouvoir. Geppetto le tint par la main pour lui apprendre à mettre un pied devant l'autre. Très vite, Pinocchio commença à marcher tout seul et à courir à travers la pièce. Puis, brusquement, il franchit la porte, bondit dans la rue et s'enfuit. Le pauvre Geppetto se précipita à sa poursuite, mais le galopin sautait comme un lapin, battant de ses pieds de bois les pavés de la rue et faisant autant de bruit que 20 paires de sabots de paysans. « Attrapez-le! Attrapez-le » criait Geppetto. Mais les passants, en voyant ce pantin de bois qui courait comme un fou, s'arrêtaient, ravis pour le regarder. Très vite, ils se mirent à le plaindre et à penser que le vieil homme l'avait maltraité. Aussi Geppetto fut-il arrêté et emmené par un carabinier. Le pauvre homme pleurait et balbutiait au milieu de ses sanglots. « Misérable fils! Et dire que j'ai tant travaillé pour en faire un bon pantin. Ah, c'est ma faute. J'aurais dû y penser plus tôt. » Tandis que Geppetto était conduit en prison, Pinocchio rentra chez lui en courant. Une fois dans sa maison, il poussa le verrou et s'assit sur le sol avec un grand soupir de soulagement. Soudain, il entendit quelqu'un qui faisait cric, 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 cric. Et il aperçut un gros grillon qui grimpait lentement sur le mur. « Qui es-tu »« Je suis le grillon parlant et j'habite cette pièce depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, elle est à moi. Va-t'en immédiatement. » Oh, je ne partirai pas d'ici avant de t'avoir enseigné une grande vérité. Malheur aux enfants qui se révoltent contre leurs parents et abandonnent le logis paternel. Ils s'en repentiront amèrement. Chante toujours, mon cher grillon. Demain, je m'en irai d'ici parce que si je reste, on m'enverra à l'école. Et moi, je préfère courir derrière les papillons et grimper aux arbres. Pauvre sot, en agissant ainsi, tu deviendras plus tard un âne stupide. Si tu ne veux pas aller à l'école, pourquoi n'apprends-tu pas un métier ? Tu pourras au moins gagner honnêtement ton pain quotidien. Pinocchio s'impatientait. Moi, le métier que je veux faire, c'est celui de manger, de boire, de dormir, de m'amuser et de vagabonder du matin au soir. Ceux qui font ce métier finissent presque toujours à l'hôpital ou en prison. Assez, grillon de malheur, gare à toi si tu me mets en colère. Mais le grillon poursuivit. Tu me fais pitié. Tu n'es qu'un pantin, et pire encore, tu as une tête de bois. À ces mots, Pinocchio, furieux, bondit, saisit un marteau et le lança vers le grillon parlant. Peut-être ne pensait-il pas le frapper vraiment, mais malheureusement, il l'assomma si violemment que le pauvre animal eut à peine la force de faire cric, cric, cric avant de perdre connaissance. Entre-temps, la nuit était tombée et Pinocchio sentit dans son estomac une crampe qui ressemblait fort à de l'appétit. Il se mit à fouiller dans toute la pièce, sans y dénicher la moindre nourriture. Il commençait à désespérer lorsqu'il trouva enfin un œuf. Fou de joie, il le caressa et l'embrassa, se plaisant à imaginer de quelle façon il allait le manger, sur le plat, en omelette, ou alors... Mais dès qu'il brisa la coquille, il s'en échappa un poussin qui s'envola joyeusement par la fenêtre ouverte. Pinocchio se mit à sangloter.
Le grillon parlant avait bien raison. Si je ne m'étais pas enfui de la maison, et si mon père était ici, je ne serais pas en train de mourir de faim. Il décida de sortir de chez lui, dans l'espoir de trouver une âme charitable qui lui fit l'aumône d'un peu de pain. Le tonnerre grondait avec fracas. Les éclairs étaient si nombreux que le ciel semblait en feu. Une bise glaciale et méchante sifflait avec rage et faisait grincer et craquer tous les arbres de la campagne. Pinocchio était terrorisé, mais sa faim était plus forte que sa peur et il courut à toutes jambes jusqu'au village. Les lieux étaient sombres et déserts, les boutiques étaient fermées, les portes et les fenêtres des maisons également, et dans les rues, il ne circulait pas même un chien. On eût dit le pays des morts. Il rentra donc chez lui, glacé et affamé. Épuisé, il s'endormit, appuyant ses pieds trempés sur un brasero rempli de braises brûlantes. Et pendant qu'il dormait ainsi, ses pieds de bois prirent feu, et peu à peu se consumèrent et tombèrent en cendres. Au lever du jour, il fut réveillé par Geppetto qui frappait à la porte. Il sauta aussitôt de sa chaise pour aller tirer le verrou, mais après un ou deux pas vacillants, il s'abattit de tout son long sur le carrelage, faisant autant de bruit qu'un sac de cuillères en bois tombant d'un 5e étage. « Père, je ne puis vous ouvrir! On m'a mangé les pieds !» pleura Pinocchio. Geppetto entra par la fenêtre et découvrit Pinocchio étendu sur le sol. Il sentit son cœur fondre et le prit dans ses bras, lui prodiguant 1000 caresses et mêlant ses larmes à celles du pantin. Il commença par lui offrir les 3 poires qu'il avait gardées pour son déjeuner. Dès que sa faim fut apaisée, Pinocchio réclama une paire de nouveaux pieds. Mais pour le punir de sa sottise, son père le laissa pleurer et se lamenter la moitié de la journée. « Pourquoi devrais-je te refaire des pieds? Pour que tu t'échappes à nouveau ?» Pinocchio promit en sanglotant. « À partir d'aujourd'hui, je serai sage. J'irai à l'école, j'étudierai. J'apprendrai un métier et je serai la consolation et le bâton de vos vieux jours. » Les yeux pleins de larmes et de compassion, le vieil homme prit ses outils, 2 morceaux de bois, et se mit à travailler avec application. En moins d'1 heure, il avait façonné 2 magnifiques petits pieds, minces et nerveux. Fou de joie, Pinocchio se mit aussitôt à faire 1000 gambades et cabrioles. « Pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi, je vais tout de suite aller à l'école. » « Brave garçon !» se réjouit Geppetto, qui lui confectionna sur le champ un petit habit en papier à fleurs, une paire de chaussures en écorce d'arbre et un bonnet en mie de pain. « J'ai vraiment l'air d'un seigneur, mais il me manque un abécédaire. » Geppetto alla au village pour vendre son unique veste rapiécée et usée. Lorsqu'il revint en bras de chemise sous la neige, il avait en main l'abécédaire pour son fils. Plein de reconnaissance, Pinocchio sauta au cou de Geppetto et le couvrit de baisers. Son bel abécédaire sous le bras et la tête pleine de rêves, Pinocchio se mit en route pour l'école. « Aujourd'hui, je vais apprendre à lire. Demain, j'apprendrai à écrire. Et après-demain, à compter. Ensuite, je gagnerai beaucoup d'argent. J'achèterai d'abord une belle veste pour mon père, toute d'argent et d'or avec des boutons en brillant. Oh, il le mérite vraiment. » Soudain, il tendit l'oreille. Il lui sembla entendre dans le lointain une musique de fifre et les battements d'une grosse caisse. Il s'arrêta. « Qu'est-ce donc que cette musique? Dommage que je doive aller à l'école, sinon... » Il hésita quelques secondes, et puis décida. « Aujourd'hui, j'irai écouter les fifres, et demain, j'irai à l'école. » Et il se mit à courir en direction du lieu d'où provenait la musique. Sur la place se tenait le grand théâtre de marionnettes, une belle baraque de bois et de toile peinte de 1000 couleurs. Le spectacle allait bientôt commencer, mais il fallait 4 sous pour y assister. Incapable de résister à la tentation, il vendit son abécédaire et entra dans le théâtre. Le rideau était levé et le spectacle avait déjà commencé. Sur la scène, Arlequin et Polichinelle se disputaient comme d'habitude et le public riait à gorge déployée. Lorsqu'il aperçut Pinocchio, Arlequin cessa de jouer et s'exclama. « Dieu du ciel, n'est-ce pas là Pinocchio ?» Les autres pantins renchérirent. « C'est Pinocchio, c'est Pinocchio !»« Viens ici, Pinocchio !» cria Arlequin. « Viens te jeter dans les bras de tes frères de bois !» En
quelques bonds, Pinocchio rejoignit les marionnettes qui lui firent un accueil mémorable, l'embrassant et lui donnant des coups de tête en signe de véritable amitié. Le public s'impatienta et réclama la pièce, criant si fort que le marionnettiste surgit bientôt. C'était un homme grand et laid à faire peur que l'on surnommait Mange-Feu. Il fit claquer un grand fouet fait de serpents et de queues de renard entrelacées. Les pauvres marionnettes se mirent à trembler comme des feuilles. Il emporta Pinocchio avec lui et menaça de le jeter au feu. « Tu me sembles d'un bois bien sec. Tu me fourniras une belle flamme pour ma grillade, » dit-il avec la voix d'un ogre qui aurait souffert d'un gros rhume de cerveau. Pinocchio se débattit, pleura, hurla. « Je ne veux pas mourir! Père, venez à mon secours! Je ne veux pas mourir !» Mange-Feu en fut saisi de pitié. « Si je t'épargne, toi, je ferai donc brûler Arlequin, car il faut tout de même que mon mouton soit bien rôti. » Pinocchio se redressa alors fièrement. « Dans ce cas, je sais quel est mon devoir. Jetez-moi dans les flammes. » Alors, Mange-Feu, qui n'était pas aussi cruel qu'il en avait l'air, gracia Arlequin et libéra Pinocchio. Toutes les marionnettes coururent sur scène, et après avoir allumé les lustres comme pour les soirées de gala, elles se mirent à sauter et à danser. Lorsque Pinocchio les quitta au petit matin, il avait en poche 5 pièces d'or que Mange-Feu lui avait confiées pour qu'il les offre à Geppetto. Il n'avait pas fait 500 mètres qu'il rencontra sur son chemin un renard boiteux et un chat aveugle qui s'aidaient mutuellement en bons compagnons d'infortune. Ils firent bien vite connaissance, et Pinocchio leur montra fièrement la fortune qu'il ramenait à son père. En entendant tinter agréablement les pièces d'or, le renard frétilla de sa patte paralysée, tandis que le chat ouvrait tout grand ses 2 yeux qui ressemblèrent à 2 lanternes vertes. Mais Pinocchio ne s'aperçut de rien. « Si tu veux, nous te conduirons dans un endroit où de tes 5 misérables pièces, tu peux en faire 2000. » dit le renard. Bien qu'alléché, Pinocchio hésitait. Son père devait s'inquiéter. Et puis, le grillon parlant avait raison lorsqu'il disait qu'il n'arrive rien de bon aux enfants désobéissants. Mais le renard insista. « Au pays des Nigauds, il existe un champ des miracles. Tu y creuses un trou et tu y mets une pièce d'or. Puis tu recouvres le trou avec un peu de terre, tu l'arroses de 2 seaux d'eau de source et tu vas tranquillement dormir. Le lendemain matin, tu trouves un bel arbre chargé de pièces d'or. » Les yeux de Pinocchio s'étaient agrandis de joie. « Oh, quelle merveille! Allons-y tout de suite !» À la tombée du jour, ils arrivèrent, morts de fatigue, dans une auberge où ils décidèrent de manger un morceau et de dormir quelques heures. Le chat et le renard mangèrent plus que leurs panses ne pouvaient contenir. Pinocchio, quant à lui, ne put avaler une miette, tellement absorbé par le chant des miracles qu'il en avait attrapé d'avance une indigestion de pièces d'or. À minuit, l'aubergiste vint le réveiller et lui annonça que le renard et le chat étaient déjà partis, mais qu'il le retrouverait à l'aube au champ des miracles. À la déception de Pinocchio s'ajouta celle de devoir payer d'1 pièce d'or le repas de ses compagnons, puis il partit dans l'obscurité la plus totale. Dans la campagne, aux alentours, on n'entendait pas frémir une feuille. Seuls quelques oiseaux nocturnes venaient battre des ailes contre le nez de Pinocchio, le faisant sursauter et crier de frayeur. « Qui va là? Qui va là? Qui va là ?» répétait l'écho dans le lointain. Il aperçut soudain sur un tronc d'arbre un petit animal qui luisait d'une lueur pâle et opaque. « Qui es-tu » interrogea Pinocchio. Le petit animal répondit d'une voix qui semblait venir de l'au-delà. « Je suis l'ombre du grillon parlant, et je veux te donner un conseil. Rebrousse chemin et rapporte les 4 pièces d'or qui te restent à ton pauvre père qui se désespère de ta disparition. »« Demain, grâce à moi, mon père sera un grand seigneur. » Méfie-toi de ceux qui te promettent de te rendre riche en un jour, car ou bien ce sont des fous, ou bien ce sont des filous. Écoute-moi et rebrousse chemin. Mais Pinocchio ne voulut rien entendre. Même si la nuit était obscure, même si la route était dangereuse, il poursuivrait son chemin. Alors bonne nuit, et que le ciel te garde des embrouilles et des assassins, dit le grillon parlant. Et il s'éteignit d'un coup, comme une bougie que l'on souffle.
Pinocchio se remit en route, se disant en lui-même: « À mon avis, les assassins ont été inventés par les papas et par les grillons parlants pour faire peur aux garçons qui veulent sortir la nuit. J'en ai pas peur, moi, des assassins. » À cet instant, il distingua dans l'obscurité 2 vilains personnages tout noirs, enveloppés de grands sacs à charbon. Il eut à peine le temps de dissimuler ses pièces d'or sous sa langue qu'il fut empoigné par le bras et entendit 2 horribles voix caverneuses qui lui ordonnaient: « La bourse ou la vie !» Pinocchio, qui se trouvait dans l'impossibilité de répondre à cause des pièces qu'il avait dans la bouche, fit 1000 grimaces et pantomimes pour faire comprendre qu'il n'était qu'un misérable pantin sans un sou en poche. Mais à de tels brigands, on ne la fait pas. « Ton argent ou tu es mort, et après t'avoir tué, nous tuerons aussi ton père. »« Non, non, pas mon pauvre père !» Mais comme il criait ainsi, les pièces d'or cliquetèrent dans sa bouche. « Ah, coquin, crache immédiatement cet argent ou nous te le ferons cracher !» Mais ils avaient beau faire, l'un saisissant son nez, l'autre son menton, la bouche du pantin semblait rivée par des clous. Pinocchio se défendit comme un beau diable, tranchant d'une seule morsure la main de l'un d'eux. Son étonnement fut grand lorsque tomba au sol une patte de chat. Il s'enfuit à toutes jambes dans les champs. Il crut un instant avoir semé les assassins, mais ceux-ci réapparurent au détour d'un chemin. Il sentit ses forces l'abandonner. Une main l'attrapa par le cou, et la voix du renard gronda à ses oreilles. « Nous allons te pendre, et tu finiras bien par ouvrir la bouche. » Pinocchio se retrouva pendu à la branche d'un grand chêne. Il gigotait en tous sens, les yeux ouverts, mais la bouche close. Les assassins décidèrent d'aller dormir et de revenir le lendemain matin. Non loin de là, dans une petite maison blanche, vivait une gentille fée aux cheveux bleus. Elle aperçut le malheureux pendu et le fit aussitôt libérer de sa corde. Elle l'installa dans une chambre aux parois de nacre et le soigna avec amour. Quand il fut rétabli, il lui raconta son histoire. La fée demanda ce qu'étaient devenues les pièces d'or. « Je les ai perdues. » Mais c'était un mensonge, car il les avait encore dans sa poche. Aussi, à peine avait-il dit cela, que son nez s'allongea de 2 doigts. « Et où les as-tu perdues ?»« Dans le bois, tout près d'ici. » Son nez s'allongea de plus belle. « Nous les retrouverons donc facilement, dit la fée. »« Maintenant je me rappelle, je les ai pas perdus, je les ai avalés sans m'en rendre compte. » Son nez s'allongea de façon si extraordinaire que le pauvre Pinocchio ne pouvait plus se tourner d'aucun côté sans se cogner aux murs et aux portes. La fée riait en le regardant. « Pourquoi riez-vous ?»« Je ris des mensonges que tu as dit. »« Comment savez-vous que j'ai dit des mensonges ?»« Les menteurs se reconnaissent tout de suite. Il y a ceux qui ont les jambes courtes et ceux qui ont le nez long. Toi, tu es de ceux qui ont le nez long. » Pinocchio, ne sachant plus où cacher sa honte, tenta de s'enfuir, mais son nez avait tellement grandi qu'il ne passait plus la porte. Après l'avoir laissé pleurer et hurler pendant une bonne demi-heure, histoire de lui donner une sévère leçon, la fée tapa 2 fois dans ses mains. Aussitôt, des dizaines de pivers entrèrent par la fenêtre. Perchés sur le nez du pantin, ils se mirent à le becqueter tant et si bien qu'en quelques minutes, ce nez immense retrouva sa taille habituelle. « Que vous êtes bonne, ma fée, et comme je vous aime !» La fée lui proposa de rester vivre avec elle. « Et mon père ?» Je l'ai fait prévenir. Il nous aura rejoints avant que la nuit ne tombe. Pinocchio sauta de joie. Il était si impatient d'embrasser son père qu'il décida de partir immédiatement à sa rencontre. Lorsqu'il parvint à la hauteur du grand chêne, il tomba nez à nez avec le chat et le renard qui le serrèrent affectueusement dans leurs bras. Comme Pinocchio s'aperçut que le chat avait perdu une patte, le renard lui expliqua qu'il l'avait offerte généreusement à un loup affamé, et le pantin fut ému de la bonté de son ami. Lorsqu'ils voulurent l'entraîner au champ des miracles, Pinocchio commença par refuser. Il songeait à la bonne fée, à Geppetto et aux avertissements du grillon parlant. Mais le renard insista, et il partit avec eux. La ville qui avait pour nom Attrape-Nigaud était peuplée de chiens pelés qui bâillaient de faim
de moutons tondus qui tremblaient de froid, de poules sans crête au cou déplumé et de paons honteux dépouillés de leur queue. Sitôt parvenu au champ des miracles, Pinocchio sema ses pièces et les arrosa. Le renard lui dit « Tu n'as plus besoin de nous. Reviens dans une vingtaine de minutes et tu trouveras l'arbrisseau déjà sorti de terre, les branches chargées de pièces d'or. » Le pauvre pantin, éperdu de joie, remercia 1000 fois ses amis et les malandrins partirent de leur côté. Pinocchio s'était éloigné du champ et comptait les minutes tout en rêvant. Et si au lieu de 2000 pièces, j'en trouvais 10 000 ou 100 000, oh, quel magnifique seigneur je deviendrais! À l'heure dite, il retourna au champ d'un pas rapide et le cœur battant. Mais il ne trouva aucun arbrisseau et entendit un grand éclat de rire. Levant les yeux, il aperçut sur un arbre un gros perroquet déplumé. « Pourquoi ris-tu » demanda Pinocchio en colère. « Je ris de ta naïveté. N'as-tu pas compris que le chat et le renard sont revenus avant toi? Ils ont pris les pièces que tu avais enterrées. Ils sont bien loin maintenant. » Incrédule et tremblant, Pinocchio se mit à creuser, mais les pièces n'étaient plus là. Désespéré, il alla se plaindre au tribunal de la ville, mais sans qu'il ait le temps de comprendre, il fut aussitôt empoigné et jeté en prison. Il y passa 4 longs et tristes mois. Dès qu'il fut libéré, il courut à la maison de la fée, se disant en lui-même « J'ai été bien puni de mon entêtement et de mes caprices. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de devenir un garçon obéissant. Je suis si impatient d'embrasser mon père et ma bonne fée et de leur demander pardon. » Mais lorsqu'il arriva près du grand chêne, il constata que la petite maison blanche avait disparu. Fou de désespoir et de remords, il se jeta à plat ventre et éclata en sanglots violents. Le lendemain matin, il pleurait encore lorsqu'une grosse colombe le survola et lui demanda « Ne connaîtrais-tu pas un pantin nommé Pinocchio ?» Pinocchio sauta brusquement sur ses pieds. « C'est moi, Pinocchio !» La colombe vint alors se poser près de lui. Elle était plus grosse qu'un dindon. « J'ai rencontré ton père, Geppetto, il y a 3 jours. Il était sur une plage à 1000 kilomètres d'ici. Il te cherche partout et il s'est mis en tête de traverser l'océan pour te retrouver. »« Il faut absolument que je le rejoigne. »« Si tu veux, je t'y emmènerai. » Pinocchio sauta aussitôt sur son dos et s'accrocha à son cou. Elle prit son envol et en quelques minutes monta si haut qu'elle touchait presque les nuages. Après un jour et une nuit de vol, la colombe déposa Pinocchio sur la plage et repartit aussitôt. La mer était très mauvaise. Debout sur la pointe d'un rocher, Pinocchio aperçut la petite barque de son père ballottée par les flots déchaînés. « Père! Père !» hurla-t-il en sautant et en agitant son bonnet. Il sembla que Geppetto le reconnut, car il ôta à son tour son bonnet pour le saluer. Mais tout à coup, arriva une vague terrible et la barque disparut. Aussitôt, Pinocchio se jeta à la mer en criant « Je veux sauver mon père !» Du fait qu'il était en bois, il flottait facilement et nageait comme un poisson. Il nagea ainsi toute la nuit sous le vent, la pluie, la grêle et le tonnerre, mais il ne retrouva pas son père. Le petit matin, épuisé, il s'échoua sur une île inconnue. Un dauphin passa près du rivage auquel il demanda « Dites-moi, monsieur le dauphin, vous qui vous promenez jour et nuit dans la mer, n'auriez-vous pas rencontré par hasard une petite barque avec mon père dedans ?» Le dauphin répondit « Avec la tempête qu'il a fait cette nuit, cette petite barque a sûrement sombré. Et ton père aura été avalé par le terrible requin qui est venu répandre la mort et la désolation dans nos eaux. » Pinocchio trembla de peur. « Est-il très gros, ce requin ?»« Plus gros qu'un immeuble de 5 étages. Et sa gueule est si large et si profonde qu'on y ferait aisément passer un train entier avec la locomotive en marche. » Pinocchio était épouvanté. Il remercia le dauphin et quitta la plage aussitôt, tout tremblant à l'idée que le requin monstrueux pouvait le poursuivre. Il arriva bientôt au village des abeilles industrieuses. Affamé, il tenta d'y quémander un morceau de pain ou quelques sous,
Mais lorsqu'on lui suggérait de donner en échange un peu de sa peine ou de son travail, il répondait « Moi, je ne suis pas né pour travailler et je ne veux pas me fatiguer. » Enfin, une femme qui portait 2 cruches d'eau lui permit de se désaltérer. Puis elle lui proposa de lui offrir un bon repas s'il l'aidait à porter une de ses cruches. Pinocchio finit par accepter, chargea la cruche sur sa tête et partit avec elle. Lorsqu'il fut rassasié et qu'il leva enfin la tête vers elle pour la remercier, il reconnut sa bonne fée et se jeta à ses pieds en s'écriant « Oh, ma petite fée, ma chère fée, si vous saviez le chagrin que j'ai eu lorsque je ne vous ai pas retrouvée. »« Je sais, et c'est pourquoi je t'ai pardonné et je suis venu te chercher jusqu'ici. À partir d'aujourd'hui, je veux devenir un bon garçon et être la consolation de mon père. Mais aurais-je le bonheur de le revoir ?»« Je suis sûr que oui. » Fou de joie, Pinocchio pleurait, riait et promettait tout à la fois. « Oh, je ferai tout ce que vous me direz. » Tu vas commencer par aller à l'école. L'oisiveté est une vilaine maladie qui doit se soigner dès l'enfance. Sinon, une fois grand, on n'en guérit plus. J'en ai assez de ma vie de pantin. Est-ce que je deviendrai un vrai petit garçon si je travaille et si je vous obéis en tout ? Je te le promets. Pinocchio tint parole. Il se conduisit parfaitement et étudia tant et si bien qu'aux examens, il eut l'honneur d'être le meilleur de l'école. Très satisfaite de son comportement, la fée lui annonça « Demain, tu cesseras d'être un pantin de bois pour devenir un vrai garçon. » La joie de Pinocchio fut immense. On organisa une fête pour le lendemain et la fée l'autorisa à aller en ville porter ses invitations. En un peu plus d'une heure, tous ses amis furent invités. Son préféré, le mignon, était le plus paresseux et le plus polisson de toute l'école. Il le trouva dissimulé sous le porche d'une maison. « Que fais-tu là ?»« J'attends minuit pour partir. Je vais habiter dans le plus beau pays du monde, le pays des jouets. Viens avec moi. »« Certainement pas. Demain, je vais devenir un vrai petit garçon. » Grand bien de face. Et moi, je vais vivre dans un pays où il n'y a pas d'école. Où les grandes vacances commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre. Un pays où on joue du matin au soir. Tandis que Lumignon lui décrivait ce pays de cocagne, le soir commençait à tomber. Pinocchio fit mine de s'en aller. « Inutile de me tenter. J'ai promis à ma bonne fée de devenir un garçon raisonnable et je ne veux point manquer à ma parole. Mais tu es bien certain que là-bas, les vacances commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre ? » Tout à fait certain. Oh, quel beau pays ! Entre-temps, la nuit était complètement tombée et un étrange attelage arriva sans faire le moindre bruit car ses roues étaient emmaillotées d'étoupes de chiffons. La voiture, déjà pleine d'enfants joyeux, était tirée par 12 couples de baudets, tous de la même taille et curieusement chaussés de bottines d'hommes en vachettes blanches. Le mignon monta aussitôt. « Adieu, dit Pinocchio. »« Viens avec nous » insista le mignon. « Non, 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 non et non. »« Viens avec nous » répétèrent les enfants. Pinocchio ne put résister davantage. Ne trouvant plus de place dans la voiture, il sauta sur un baudet et l'attelage se mit en route. Tandis qu'il cheminait, Pinocchio fut tout surpris d'entendre le baudet lui parler. « Pauvre Nigo, tu as voulu n'en faire qu'à ta tête, mais tu t'en repentiras et toi aussi tu pleureras comme je pleure aujourd'hui. » Et le pantin constata qu'effectivement, le baudet pleurait. Et il pleurait exactement comme pleure un enfant. Le pays des jouets ne ressemblait à aucun autre au monde. Sa population se composait uniquement d'enfants qui couraient, criaient et jouaient dans tous les coins. Pinocchio, Lumignon et les autres petits voyageurs se joignirent immédiatement à eux. Au milieu des amusements continuels, les heures, les jours et les semaines passèrent comme un éclair. « Oh, quelle belle vie !» répétait Pinocchio, qui ne cessait de remercier Lumignon de lui avoir fait connaître un tel bonheur. Mais un matin, au réveil, Pinocchio et Lumignon s'aperçurent qu'il leur était poussé des oreilles d'âne. Ils s'observaient l'un l'autre, lorsque tout à coup, ils vacillèrent et se retrouvèrent à 4 pattes. Leurs bras et leurs jambes se changèrent en pattes, leurs visages en museaux, et leurs dos se couvrirent d'un pelage gris clair tacheté de noir. Ils se mirent à pleurer, mais au lieu de gémissements, ils poussèrent en chœur des braiements d'âne. Aussitôt, on les conduisit sur la place du marché. Lumignon fut acheté par un paysan, et Pinocchio fut vendu à un cirque.
Les premiers temps de la vie d'âne de Pinocchio furent extrêmement durs. Il lui fallut se nourrir de paille et de foin, dont le goût ne ressemblait en rien à celui des macaronis à la napolitaine que lui préparait sa bonne fée. Il lui fallut aussi apprendre toutes sortes d'acrobaties et de danses. En 3 mois d'apprentissage et de coups de fouet, il n'avait presque plus de peau. Puis arriva le jour où il dut se produire sur scène. Le spectacle fut annoncé à grands cris. Il exécuta parfaitement les exercices qu'on lui ordonnait, lorsque tout à coup, parmi le public, il aperçut la fée. Il voulut crier « Ma fée! Oh, ma fée !» Mais ce qui sortit de sa gorge fut un braiement si long et si sonore qu'on lui donna pour le faire taire un méchant coup sur le museau. Lorsqu'il leva à nouveau les yeux, la fée avait disparu. Il crut mourir et commença à pleurer désespérément. Tout à son chagrin, il rata une acrobatie et se cassa une patte. Désormais inutile pour le cirque, il fut vendu pour sa peau. Son nouveau propriétaire décida en effet d'en faire un tambour. Il conduisit le baudet sur un rocher au bord de la mer, lui attacha une pierre au cou et noua une corde à l'une de ses pattes, puis le poussa à l'eau et s'assit en attendant qu'il fût noyé. Ainsi lesté, Pinocchio alla tout de suite au fond. Aussitôt, un immense banc de poissons envoyé par la fée aux cheveux bleus se mit à le manger, le débarrassant ainsi de sa peau d'âne. Aussi, lorsque l'homme tira sur la corde pour le ramener à la surface, au lieu d'un âne mort, il vit apparaître un pantin vivant qui gigotait comme une anguille. Il était furieux d'avoir perdu son argent. « Puisque c'est comme ça, je te revendrai comme bois sec pour allumer le feu dans la cheminée !» Pinocchio replongea à la mer et s'enfuit à toute vitesse. Tandis qu'il nageait ainsi, il aperçut un rocher au milieu de la mer. Et sur ce rocher, une belle petite chèvre au poil bleu l'appelait en bêlant tendrement. Le cœur de Pinocchio ne fit qu'un bond, et il redoubla de vigueur pour atteindre le rocher. Mais à cet instant, l'horrible tête du requin dont lui avait parlé le dauphin pourfendit la mer, gueule ouverte. « Attention, Pinocchio !» bêla la petite chèvre. Pinocchio tenta d'atteindre le rocher. La petite chèvre tendit ses pattes de devant pour l'aider à sortir de l'eau, mais il était trop tard, et le requin avala le pauvre pantin. Propulsé dans le corps du monstre, Pinocchio y rencontra un thon qui lui demanda avec une voix fêlée de guitare désaccordée « Quelle sorte de poisson es-tu » ? »« Je n'ai rien à voir avec les poissons. Je suis un pantin. Qu'allons-nous devenir ?»« Nous allons être digérés tous les deux. » Pinocchio se mit à pleurer et hurla « Mais moi je ne veux pas être digéré !»« Moi non plus. Mais quand on est thon, il est tout de même plus digne de mourir dans l'eau que dans l'huile. » Tandis qu'il parlait ainsi dans le noir, Pinocchio aperçut une lueur dans le lointain et reprit espoir. Il s'agit peut-être d'un vieux poisson capable de m'indiquer le chemin pour fuir. Il dit adieu à son ami le thon et partit avec précaution dans l'obscurité. Plus il avançait, plus la lumière brillait distinctement. Quand il arriva, il trouva une petite table dressée avec dessus une bougie plantée dans une bouteille de cristal vert et assis à la table, un petit vieux aux cheveux tout blancs qui mâchonnait des poissons vivants. Fou de bonheur, Pinocchio se jeta à son cou en hurlant « Oh, mon papa, enfin je vous ai retrouvé. Désormais je ne vous quitterai plus jamais. » Pinocchio et Geppetto s'embrassèrent et se racontèrent leurs mésaventures. Puis Pinocchio décida « Nous allons nous échapper par la gueule du requin. »« Mais je ne sais pas nager !» se désola Geppetto. « Faites-moi confiance et suivez-moi. » Ils traversèrent le corps et l'estomac du requin. Parvenus dans son énorme gueule, ils attendirent un moment favorable à leur fuite. Le requin était très âgé. Il souffrait d'asthme et de palpitations cardiaques. Aussi était-il obligé de dormir la bouche ouverte. Ils parcoururent toute la langue et franchirent les 3 rangées de dents. « Grimpez sur mes épaules et enlacez-moi très fort. Le reste, je m'en charge. » Dès que Geppetto fut installé sur ses épaules, Pinocchio se jeta à la mer. Ainsi chargé, il nagea des heures entières sans voir le rivage. Ses forces déclinaient et il était au bord de l'épuisement lorsque le thon croisa leur chemin. Ils s'étaient sauvés en suivant leur exemple.
Pinocchio le supplia de les aider, et le thon les porta sur son dos jusqu'au rivage. Geppetto avait à peine la force de tenir sur ses jambes. « Appuyez-vous sur mon bras, mon cher papa. Nous allons trouver une maison ou une cabane où l'on nous fasse l'aumône d'un quignon de pain et d'un peu de paille pour dormir. » Dans une petite cabane au détour d'un sentier, ils retrouvèrent le grillon parlant. Pinocchio lui demanda pardon de l'avoir maltraité et de ne pas avoir écouté ses conseils, et le grillon parlant leur apprit que cette cabane lui avait été offerte par une magnifique chèvre bleue. « Et quand reviendra-t-elle » demanda Pinocchio. « Jamais. Elle est partie tristement, persuadée que le requin t'avait dévoré. » Après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, Pinocchio prépara un bon lit de paille et y étendit Geppetto. Puis il partit chercher de quoi le nourrir. Un paysan lui proposa « Tire-moi 100 seaux d'eau de la citerne, et en récompense, je te donnerai un verre de lait. » « D'accord, dit Pinocchio. Et pendant 5 mois, il se leva avant l'aube pour aller travailler chez le paysan et rapporter à Geppetto le verre de lait si profitable à sa santé. Le soir, il apprenait à lire et à écrire. Il apprit aussi à fabriquer des corbeilles et des paniers de joncs qu'il vendait au marché. Et il construisit de ses mains une petite charrette pour emmener son père en promenade les jours où il faisait beau. Il réussit non seulement à faire vivre confortablement son père toujours souffrant, mais aussi il put mettre de côté 40 sous pour s'acheter un habit neuf. « Quand je rentrerai, je serai si bien vêtu que vous me prendrez pour un grand seigneur. » En chemin, il rencontra un limaçon qu'il avait connu domestique chez la fée aux cheveux bleus. Il s'empressa de lui demander des nouvelles. Le limaçon lui dit « Elle vit au fond d'un lit à l'hôpital. Accablée de 1000 malheurs, elle est tombée gravement malade et elle n'a même plus de quoi s'acheter un bout de pain. » Pinocchio lui donna aussitôt ses 40 sous. « Reviens dans 2 jours. Désormais, je travaillerai 5 heures de plus pour nourrir ma bonne fée. » Ce soir-là, Pinocchio tressa 3 corbeilles de plus, puis il alla se coucher. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, il s'aperçut qu'il était devenu un petit garçon comme les autres. Au lieu des parois de paille de la cabane, il vit une belle petite chambre arrangée avec simplicité. Sautant du lit, il trouva des habits neufs, un béret neuf et une paire de bottines de cuir. Dans la poche du costume, il découvrit un petit porte-monnaie d'ivoire sur lequel étaient écrits ces mots. La fée aux cheveux bleus rend à son cher Pinocchio ses 40 sous et le remercie vivement pour sa générosité. Mais au lieu de 40 sous de cuivre, il vit briller 40 sequins d'or tout neufs. Fou de joie, il bondit hors de sa chambre et trouva le vieux Geppetto guéri, tout gaillard et de bonne humeur, qui s'était remis à son métier de sculpteur sur bois. Il lui sauta au cou. « Papa, explique-moi ces changements soudains. » « Et ces changements, c'est à ton mérite que nous les devons. Quand les méchants garçons ils deviennent bons, ils amènent le bonheur dans la famille. » Pinocchio se dit en lui-même « Comme j'étais ridicule quand j'étais un pantin, et comme je suis content d'être devenu un bon garçon. »